Et le titre, je vous le donne en mille, et je l'avais même pensé avant qu'est l'annonce du musée. Donc, le titre avec lequel je me suis entendu avec l'éditeur, le titre, c'est Commencement. Commencement, sous-titre, Formation du peuple canadien en Nouvelle-France. Parce qu'au départ, les natifs de la colonie, qui n'étaient pas des Français ou plus des Français et pas des Autochtones, on les a appelés les Canadiens. Ben, mon parcours, c'est que, écoutez, je suis peut-être une espèce un peu en voie de disparition, c'est-à-dire je suis un historien à l'université, mais qui s'intéresse à la question nationale. Toujours une bonne chose, ça. Ben, c'est une bonne chose, mais il n'y en a pas beaucoup, pour toutes Mm. sortes de raisons. Moi, je suis arrivé à l'histoire par la question nationale, c'est-à-dire les origines de mon peuple, le peuple québécois. Et quand j'étais enfant, adolescent, j'ai eu mes premières incursions dans le passé grâce à mon grand-père qui, lui, était un passionné de l'histoire de la famille Bédard. Et mon père lui avait fait faire sa généalogie. Et donc, il était assez au courant de ça. Il y avait une mémoire aussi familiale. Il me racontait l'histoire de ses ancêtres. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation parce que franchement, c'est par le biais un peu de la généalogie des ancêtres que je suis rentré dans l'histoire, que je suis allé vers le passé. Et évidemment, quand je suis arrivé à l'école, au secondaire, puis plus tard à l'université, ben là, j'ai pu mettre un arrière-plan, un contexte à l'histoire de ces ancêtres. Et donc, et aussi, je me suis intéressé, j'ai décidé d'étudier l'histoire à une époque où le Québec vivait une grande effervescence politique. C'était le début des années 90 ou le tournant des années 90, donc l'échec de l'accord du lac Meach, l'indépendance qui était à 65 dans les sondages, commission Bélanger-Campeau. Au plan international, chute du mur de Berlin et résurgence des nations. Hein? C'est très important, on l'a oublié, mais c'était comme s'ils étaient gelés, les nations, depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe de l'Est, mais aussi plein de pays qui avaient été annexés à la Russie, mais à l'Union soviétique, étaient des pays voilà, il y avait des nations dans tout ça, beaucoup de nations, et toutes ces nations-là déclaraient leur indépendance. Donc, on avait l'impression, bon, il y avait cette idée que liberté rimait avec indépendance nationale, avec émancipation des peuples, alors qu'on est dans un contexte aujourd'hui où nation-nationalisme est plus synonyme de repli, de xénophobie, de patriarcat. C'est souvent très négatif. Je parle en tout cas dans mon milieu, à l'université, ce qui est un peu ce qui domine comme perspective à l'université. Et donc, c'est une vision assez noire qu'on a de la nation et du nationalisme, alors que moi, quand j'arrive à l'université, nation égale liberté, égale émancipation, égale... et il y a pas de... C'est comme... Et ça va de pair avec la démocratie, avec la Ouais. solidarité. Les Parce gens ont que... quelque chose en commun, Oui, puis parce qu'on ils se l'oublie, rejoignent avec mais ça. exactement, on l'oublie, mais les nations au 18e siècle naissent à gauche. Je veux dire, les nations, c'était contre les empires et contre les monarchies. Les nations, c'était les peuples qui se prenaient en main. Et bon, évidemment, il y a eu des courants à droite, des courants traditionnalistes qui ont, qui ont opté pour un autre point de vue plus tard. Et donc, il y a des gens de gauche comme il y a des gens de droite qui se réclament de la nation. Mais disons que moi, quand j'ai grandi, c'était quelque chose de fondamentalement positif. Et donc, ça allait de soi pour moi que lorsque j'allais étudier l'histoire, j'étais tombé dans les biographies dans les années 80. Je lisais des biographies de Pierre Godin, qui était le grand biographe de sa génération, qui avait écrit des biographies de René Lévesque, de Daniel Johnson. Et puis, alors, je lisais beaucoup de biographies. J'étais passionné par la question nationale.
Donc, ça allait de soi pour moi qu'une fois à l'université, ben, j'allais étudier l'histoire d'un peuple, d'une nation, hein, d'une communauté de destin. Et là, j'ai vu que c'était pas ça qui avait la cote, c'était pas ça à l'université, c'était pas ça qui était très populaire. En fait, ce qui était populaire quand je suis arrivé pour étudier, c'était ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'histoire sociale, c'est-à-dire, et je comprends très bien d'où ça vient, c'est-à-dire on disait l'histoire nationale, la vieille histoire nationale, n'en avait que pour les élites, que pour, voyez, et donc il faut parler du peuple. Ben oui, oui, tout à fait. Puis poussons la logique plus loin. Une nation, un peuple, c'est pas juste ses dirigeants, c'est les classes sociales, c'est des gens qui sont en conflit parfois entre eux, les régions, les villes, les hommes, les femmes, les minorités hein, qui se joignent à l'aventure historique au fil des générations. Alors oui, bien sûr, là je me disais, oui, il faut élargir le spectre, il faut intégrer ça, mais moi je voyais pas d'incompatibilité entre histoire sociale et histoire nationale. Pour moi, c'était une façon d'enrichir notre vision d'une nation, d'un peuple. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à l'histoire. Donc, mes premiers travaux ont porté sur une période très, très contemporaine. J'arrête pas de reculer dans le temps, en fait. Mes premiers travaux portaient sur, en fait, un peu par un concours de circonstances, je me suis intéressé à la jeunesse étudiante. Et puis, ensuite, ben, mon directeur de maîtrise me cherchait un sujet, m'avait dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça sur la crise d'octobre et la jeunesse? Donc, ça a été mon premier livre, mon mémoire de maîtrise, mon premier livre. Mais là, en poursuivant mes études, je me suis dit, là, ce serait intéressant de m'intéresser, c'est ça, ce serait intéressant de me pencher sur une génération qui ressemble un peu à la mienne, la génération X. Ah, on était à la fin des années 90, début des années 2000, déficit zéro, il y avait une morosité politique. Et j'étais moi j'avais une conscience générationnelle assez forte. On voyait que c'était difficile pour notre génération de se placer. Il y avait une morosité. Et donc, je me suis dit, y a-t-il une autre génération qui a vécu peut-être des moments difficiles? Et je suis tombé sur les réformistes, donc la génération qui vient après les rébellions. Okay. Et donc, j'ai essayé de comprendre la pensée sociale, politique, religieuse, nationale de cette génération. Ça a été mon livre, Les réformistes. Mais là, j'ai dit, et là, j'avance dans le temps, et en même temps que je fais ces premiers travaux, je commence à faire de l'histoire, on pourrait dire de la vulgarisation. Et là, on m'est proposé d'écrire l'histoire du Québec pour les nuls. On est en 2012. Et là, je publie l'histoire du Québec pour les nuls, l'histoire du Québec pour les nuls, après avoir publié des travaux un peu plus universitaires. Et évidemment, et là, ça m'amène au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire, pour écrire une histoire complète du Québec, ben, il fallait que je parte du commencement. Donc, le commencement, grande question. Quand ça commence l'histoire du Québec, j'ai été confronté à ça récemment comme question sensible. Puis ça commence où? Ça commence où? Ça commence quand? Ça commence quand? C'est une question difficile, mais je voulais encore. Donc pour écrire mon histoire du Québec pour les nuls, il fallait que j'ai 3-4 chapitres sur la Nouvelle-France. J'avais des croûtes à manger, j'avais du retard, j'avais une connaissance assez superficielle. Donc, je me suis plongé dans des lectures pour essayer d'écrire quelque chose qui tenait la route. Je me suis fait aider par des spécialistes qui m'ont relu, qui m'ont fait des conseils, m'ont donné des conseils. Mais je me suis dit, c'est passionnant, la Nouvelle-France. Il faut que j'y revienne. Il faut que j'y revienne. Et donc, comment y revenir? La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Hein? Donc, j'ai développé un cours à l'université TÉLUQ sur la Nouvelle-France qui m'a déjà permis de débroussailler le terrain et j'ai décidé de me lancer dans l'écriture d'un livre que je suis en chantier. J'ai 3 parties d'écrites sur 4. Ça va faire une dizaine de chapitres. Et le titre, je vous le donne en mille et je l'avais même pensé avant qu'est l'annonce du musée. Donc, le titre avec lequel je me suis entendu avec l'éditeur, le titre, c'est Commencement. Commencement, sous-titre, Formation du peuple canadien en Nouvelle-France. Parce qu'au départ, les natifs de la colonie, qui n'étaient pas des Français ou plus des Français et pas des Autochtones, on les a appelés les Canadiens. Le mot canadien, l'ethnonyme canadien, émerge à la fin du 17e siècle sous la plume des gouverneurs, le premier ou d'un intendant, le premier étant Jean Talon.
À ma connaissance, là, les spécialistes ont trouvé la première occurrence du mot canadien pour désigner des natifs. C'est 1670. Jean Talon, dans une de ses lettres à son ministre, où il désigne les Canadiens. Il parle des Canadiens. Et là, cet ethnonyme va de plus en plus se développer et devenir assez commun au 18e siècle. Et donc, évidemment, il faut se méfier de la représentation que se font les intendants, les gouverneurs, parce que les autres, ils débarquent, puis là, avec souvent des aristocrates. Bon, tu sais, alors, pour eux, souvent, Canadiens, c'est synonyme, tu sais, c'est des Français ensauvagés. Hein? Okay. Souvent, là, on le comprend comme ça. Ils le décrivent un peu comme ça. Charlevoix, l'historien, dans son premier livre, 1744, parle des créoles du Canada. Les créoles du Canada. C'est-à-dire, c'est plus vraiment des Français. Plusieurs répètent qu'ils auraient pris les mauvais plis des Autochtones, indépendants d'esprit. Oui, voilà, ils font à leur tête, ils sont pas très disciplinés, mais ils sont bons à la guerre, hein, ils se défendent bien, ils sont assez courageux, ils sont bons pour tirer du fusil. Et toutes les caractéristiques, souvent, positives, mais peut-être aussi négatives des Autochtones, on les plaque sur les Canadiens. Et d'ailleurs, dans l'encyclopédie des années 1750, il va y avoir une entrée Canada-Canadien. Là, je parle de 1751. Et quand vous allez lire ça, c'est vraiment intéressant parce que l'auteur, je pense que c'est d'ailleurs Denis Diderot qui a écrit ce chapitre, mais je ne suis pas sûr à 100%, là. Mais l'auteur de l'article confond les Autochtones et les natifs. Il ne fait pas de distinction. Comme si c'était quelque chose, là, un nouveau peuple, mais avec un peu bâtard. Un ensemble, mais alors, bon, l'encyclopédie, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre la colonisation, qui étaient dans l'encyclopédie, notamment Denis Diderot. Alors, j'ai plus souvenir si c'était globalement négatif ou positif, mais c'était plutôt au niveau de la description. Alors donc, voilà, me voilà en Nouvelle-France, dans ce chantier. Et là, au lieu d'écrire une histoire de la Nouvelle-France, hein, il était une fois, puis là on part, puis bon, j'ai voulu écrire un livre qui essaye de faire le point sur qu'est-ce qu'on sait de ce peuple à la veille de la conquête. Est-ce qu'on est face à un peuple qui semble avoir une certaine conscience de lui-même? Et ça, c'est une question très difficile, je le sais, parce que les sources sont pas très nombreuses. Tu sais, il n'y a pas de journaux là, en Nouvelle-France. Tu sais, quand tu veux étudier ce genre de questions, tu lis les journaux, tu vois comment les gens parlent d'eux-mêmes. Tu sais, on fait ça au 19e siècle, je l'ai fait au 19e siècle. Mais à l'époque de la Nouvelle-France, c'est très difficile. Donc, c'est un travail un peu d'archéologie, tu sais, d'induire d'un certain nombre de signes quelque chose. Et donc, j'ai pris 4 grands moments. Le premier, c'est la Grande Alliance, donc l'alliance avec les Autochtones, et je reviens longuement sur la tabagie de Tadoussac de 1603, expliquer pourquoi les Français ont cette attitude où ils veulent s'entendre avec ces indigènes plutôt que de les massacrer ou de les tasser ou de s'en débarrasser, un peu comme les Espagnols un siècle plus tôt. Pourquoi les Français ont cette attitude-là? J'essaie de résoudre la question, mais ça, j'espère que ça va être un peu original parce que ça n'a pas été fait. On a beaucoup étudié les Autochtones, mais peu les Français sur le contexte. Et ensuite, ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie sur laquelle je travaille en ce moment, je n'ai pas fait ça dans l'ordre, c'est sur justement l'implantation d'une population très graduelle, au compte-gouttes. Pendant longtemps, c'était pas une colonie, c'était un comptoir de commerce. Ouais. Et il y avait des forces concurrentes. Il y avait des commerçants qui, eux, se seraient bien contentés de ça, d'avoir quelques engagés qui retournaient en France, puis qui revenaient, puis qui accueillaient, tu sais, parce que tout était fondé sur la fourrure. Donc, les partenaires commerciaux étaient les Autochtones, donc on accueillait les fourrures. Mais là, ça va devenir une colonie. Alors, pourquoi? Comment ça va se passer? Je vais essayer de proposer une explication. Ça ne va pas être nécessairement hyper original, mais je vais faire le point, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux. Troisième partie porte sur la langue et l'histoire. Donc, je fais le point sur ce qu'on sait sur la langue des Canadiens au 18e siècle et sur aussi Charlevoix. Donc, déjà, il y a un premier livre qui propose une histoire de la Nouvelle-France. Quelle est l'intention? C'est quand même le premier
premier vrai livre sur l'histoire de la Nouvelle-France. Évidemment, le public est français, mais c'est intéressant de l'étudier. Et enfin, et là c'est le sujet qui nous unit aujourd'hui, 1759, c'est-à-dire, est-ce que c'est vrai que la France nous aurait, entre guillemets, abandonnés? Et est-ce que c'est vrai ou non? Parce que ça, j'ai beaucoup entendu ça, et on y reviendra, que les Canadiens, durant l'été 59, sont finalement assez indifférents à ce qui se passe. Ils sont dans leur champ, cultivent. Bon, oui, il y a des Anglais qui remontent le fleuve, mais c'est pas clair qu'ils s'investissent, ils défendent leur territoire. On a des éléments dans notre mémoire collective qui nous laissent entendre que non, finalement, c'était pas la guerre des Canadiens. C'était la guerre entre deux empires, deux armées, mais que les Canadiens, oui, il y en avait quelques-uns qui étaient impliqués, mais que globalement, ils étaient plutôt indifférents. Alors, je voulais faire le point là-dessus à partir des sources. Là, il y a beaucoup de sources, par contre. Là, durant 59, il y a un paquet de monde qui ont raconté ce qu'ils ont vu. Ils sentaient là, que c'était un moment historique, fait qu'ils ont noté dans des journaux personnels qui ont été publiés au fil des années, mais maintenant c'est merveilleux parce qu'on a tout ça en ligne. Donc voilà, donc c'est ça. Donc vous me parliez de mon cheminement, excusez, j'étais un peu long là, mais... C'est parce que c'est un bon cheminement, c'est pour ça? Je ne sais pas, mais c'est le mien en tout cas.